Bonsoir à tous et bienvenue. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a échangé avec une délégation du groupe de la Banque mondiale conduite par le directeur exécutif et chef de l'administration de l'institution financière en ligne de mire le renforcement de la coopération dans divers domaines, le soutien de la banque aux initiatives de la Côte d'Ivoire en faveur de l'emploi des jeunes. Dans ce journal, nous irons à Yamoussoukro où un drame a secoué le village de Kami. Kwasi Kakou Dikoku Kolou, un octogénaire de 86 ans, a été tué à la machette par son petit-fils. L'accusé, un jeune homme de 19 ans, a été arrêté par les forces de l'ordre. Une tragédie familiale qui remet au cœur du débat la question des violences intrafamiliales, mais aussi la consommation de substances psychoactives par les jeunes. Et puis à l'étranger, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président du Gabon avec plus de 90% des voix. Selon les résultats provisoires annoncés hier par le ministère de l'Intérieur, il a appelé les Gabonais à bâtir la paix et la justice, alors que son principal rival, Alain-Claude Bilinzié, qui a concédé la défaite, pointe cependant du doigt les conditions opaques et contestables de la victoire de son adversaire. Le chef du gouvernement ivoirien, Robert Begré-Mambé, s'est entretenu ce lundi avec une délégation du groupe de la Banque mondiale conduite par Wensai Zhang, directeur exécutif et chef de l'administration de l'institution financière. Entre autres sujets évoqués, le renforcement de la coopération dans divers domaines, singulièrement le soutien de la Banque mondiale aux initiatives de la Côte d'Ivoire en faveur de l'emploi des jeunes. Les précisions de Pierre Dipoumel. Le Premier ministre, Robert Begré-Mambé, en séance de travail avec une délégation du groupe de la Banque mondiale, a à sa tête Wen Kai-Zhang, directeur exécutif et chef de l'administration de la Banque mondiale. La coopération au niveau de la production agricole, les infrastructures, la lutte contre le chômage, le développement du capital humain sont entre autres les points abordés au cours des échanges. We talk about our strong, long-standing and also very strong relationship. Il y a eu une discussion très productive avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, portant sur l'excellence des relations entre le groupe de la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien. Donc, prendre le point de ce qu'on fait ensemble et surtout tracer ce qu'on peut faire dans le futur pour continuer à appuyer la trajectoire de développement de la Côte d'Ivoire. Ils ont également discuté des points de coopération entre le groupe de la banque et le gouvernement, notamment dans le secteur d'améliorer la productivité du secteur agricole. Également de l'aspect du logement, de tout ce qui est développement des infrastructures. Comment est-ce qu'on peut appuyer les efforts du gouvernement en matière de création d'emplois, notamment pour les jeunes. Le représentant du groupe de la Banque mondiale a également souligné que l'institution collabore étroitement avec la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Mme Yale Kaba, dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan national de développement PND de la Côte d'Ivoire. Autre action de coopération, cette fois-ci dans l'actualité parlementaire, le vice-président du Comité national de la 14e conférence consultative politique du peuple chinois, Wu Shunhua, était hier à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, avec qui il a été question du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine, comme nous le montrent Salif Yalekwe et Joseph Zécré. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, dimanche, a reçu un hôte de marque. Le vice-président du Comité national de la 14e conférence consultative politique du peuple chinois, Wu Shunhua. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, se réjouissant de cette visite, qui rentre dans le cadre de la diplomatie parlementaire, a salué la dynamique des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Nous pensons que cette belle dynamique qui pour l'heure repose essentiellement sur les infrastructures routières, sur le commerce de produits manufacturés, il est peut-être bon que maintenant les deux pays revisitent leur collaboration à l'effet d'engager des usines chinoises dans la réalisation de la transformation des matières premières de la Côte d'Ivoire. Dans le même élan, l'hôte des députés ivoiriens,
s'est engagé à renforcer les relations entre les deux pays, notamment au niveau parlementaire. Sous le pilotage stratégique du président Xi Jinping et du président Alassane Ouattara, la relation entre nos deux pays a enregistré un développement considérable. L'année dernière, nous avons établi ensemble un partenariat stratégique. Et en septembre dernier, le sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine s'est tenu avec succès, traçant des perspectives pour la modernisation Chine-Afrique et la modernisation Chine-Côte d'Ivoire. Ma présente visite a pour objectif de procéder à des échanges approfondis avec nos amis ivoiriens pour bien mettre en œuvre les consensus importants dégagés entre nos deux chefs d'État et les acquis du sommet de Beijing du FOCAC, afin de faire fructifier toujours davantage la relation entre nos deux pays. La conférence consultative politique du peuple chinois, ou CCPPC, est une assemblée consultative de la République populaire de Chine. Je vous propose de prendre la direction de la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro, où un drame secoue le village de Kami. Kwasi Kakou, dit Kolou, un octogénaire de 86 ans, a été retrouvé mort, visiblement, selon les témoignages, tué à la machette par son petit-fils. L'accusé, un jeune homme de 19 ans, a été arrêté par les forces de l'ordre. Une tragédie familiale qui remet au cœur du débat la question des violences intrafamiliales, mais aussi la consommation de substances psychoactives par les jeunes, un sujet de Moussani Kema. C'est un drame qui a réveillé les habitants du village de Kami, à Yamoussoukro. Kwasi Kakou, dit Kolou, un octogénaire de 86 ans, tué à la machette par son petit-fils Jean-Moïse, âgé de 19 ans. Encore sous le choc, horrifié par cette atrocité familiale survenue dans la nuit du samedi, aux alentours de 23 h, les témoins racontent leur cauchemar. À peine le vieux allait se reposer et son petit-fils, Moïse, allait taper à la porte pour dire qu'il veut parler au vieux. Et à un moment donné, la vieille a senti que Moïse n'était pas normal parce qu'il regardait de tous les côtés. Donc la vieille a demandé au vieux, il a dit comme ça au vieux, sortons. Et quand la vieille est sortie, dès que la vieille est sortie net, au moment où le vieux voulait sortir, il a tiré la machette, il a bloqué. La vieille lui a dit, viens qu'on sorte. Et il a dit, tu ne bouges pas. Si tu bouges, je vais te tuer. Et il est venu fermer la porte. Alertés par les cris de détresse, les fils du vieillard accourent. Hélas, impuissants. On a vu que le petit avait bloqué la porte. Donc, moi, il a interpellé Moïse. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi, il n'a pas affaire à vous. Qu'est-ce que j'ai affaire au vieux? Donc, en même temps, il a appelé le vieux. Le vieux, il dit quoi? Il dit, s'il me lève, s'il sort, s'il essaie de me lever, il va me tuer. Au moment que le vieux a parlé ça, on a commencé à entendre des cris du vieux. Il est en train de me tuer. Il est en train de me tuer. Donc nous aussi, on a commencé à forcer la porte. Il a pris la pioche, donc il a commencé à forcer la porte. Donc il a cassé la porte, l'une de ses lames. Donc de là, vous voyez dans le trou, en train de découper mon papa. Donc en même temps, mon petit frère est venu à mon aide. Donc il a essayé de casser la porte. Dès que je suis rentré, en voulant sortir, il a pris la machette pour me dépercer, couper derrière mon dos. Dans la cour familiale, c'est la consternation. La femme du défunt, anéantie, ne parvient toujours pas à comprendre ce qui a pu pousser son petit-fils à commettre l'irréparable. Crime rituel ou pulsion émotionnelle incontrôlée, l'enquête en cours nous le dira. Le présumé meurtrier a été interpellé par les éléments de la direction régionale de la police criminelle. Il sera déféré devant le parquet de Toumaudi pour répondre de ses actes devant la loi. De retour à Abidjan, on s'intéresse aux élèves de la 59e promotion de l'ENA, l'École nationale d'administration. Ils ont débuté ce lundi les festivités marquant la fin de leur formation dans la prestigieuse école. Une première journée consacrée à un partage d'expériences et de conseils autour du thème. Un fonctionnaire épanoui, compétent et performant, gage d'un service public de qualité prévu sur 3 jours. Ces journées inaugurales
sont marqués également par un don de sang et de kits alimentaires, comme nous le montre le témoignage de Moussani Kiema et Rikimou. Un fonctionnaire épanoui, compétent et performant, gage d'un service public de qualité. C'est le thème de la journée inaugurale, organisée par la 59e promotion des élèves de l'École nationale d'administration, ENA, dans le cadre de ses festivités de fin de formation. Il est de coutume à l'ENA, à la fin de notre formation, d'organiser une semaine baptisée la semaine de l'ENAC, avoir les expériences de nos aînés. C'est ainsi que nous avons eu le partage d'expériences avec Monsieur le directeur général des marchés publics. C'était des conseils sur le présent, mais surtout sur comment préparer notre future carrière professionnelle. Nous avons également reçu beaucoup de conseils de notre parrain. Nous entendons porter les valeurs de solidarité, de discipline et de travail. Une journée marquée par des conseils et de partage d'expériences. La recette, c'est être un bon fonctionnaire. Être un bon fonctionnaire, avoir de l'abnégation au travail, avoir l'esprit d'équipe et surtout servir la nation pour qui nous sommes fonctionnaires. Ce sont ces sages conseils que nous avons prodigués à nos cadets, leur dire que l'administration est un sacerdoce et dès qu'ils prendront fonction, qu'ils sachent qu'ils sont au service d'une nation et au service de la population ivoirienne. Que tout leur acte aille dans le sens de la satisfaction des besoins de la population. Nos futurs collègues, les encourager effectivement à continuer de maintenir la flamme de l'excellence, la flamme de l'élève qui sert en tout cas la nation et les services, on va dire les services publics. En plus de la conférence inaugurale, des dons ont été offerts, ainsi qu'un don de sang d'environ 250 poches. Ces festivités se tiendront sur 3 jours, notamment le mardi et le mercredi, avec une journée culturelle et une journée sportive. Abidjan, capitale économique ivoirienne, abrite depuis ce matin et durant 3 jours une rencontre sur le thème « Terrassement et routes non revêtues, durables et résilientes face aux enjeux du changement climatique ». Cette initiative conjointe de l'Association mondiale de la route et du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier vise à réfléchir sur des solutions innovantes pour des routes non revêtues, résilientes, dans un contexte de changement climatique. Elle se tient au plateau et sera meublée de plusieurs activités dans la cérémonie d'ouverture tenue en présence du ministre de tutelle, Nadia Eidja, Joseph Zécré. Les ouvrages en terre représentent 80% des infrastructures dans le monde et 90% en Afrique. La Côte d'Ivoire, avec ses 90% de routes non revêtues, n'est pas en marge de cette réalité. Pendant la saison des pluies, ces voies en terre sont souvent sujettes à des érosions, des ornières, des boursiers. À l'inverse, lorsque les températures s'élèvent, ce sont des fissures, des soulèvements de poussière et autres dégradations qui rendent difficile l'entretien de ces routes non revêtues. Les impacts du changement climatique sont réels sur nos routes. C'est pourquoi je me réjouis de la présence d'experts de haut niveau dont les partages de connaissances sur ce phénomène de changement climatique seront très bien bénéfiques pour la Côte d'Ivoire. Les ouvrages en terre ont toujours été très solides parce qu'ils ont été dimensionnés et exécutés correctement dans les règles de l'art. Le problème aujourd'hui, avec le changement climatique, est que nous devons vérifier et modifier les éléments de dimensionnement lorsque c'est nécessaire. Bien sûr pour les ouvrages neufs, mais aussi pour les ouvrages existants. Cette rencontre d'experts qui s'ouvre pour 3 jours à Abidjan, à l'initiative de l'Association mondiale de la route, est donc le lieu de s'interroger sur les solutions et mesures innovantes pour une résilience de ces voies face au changement climatique. Face aux pertes économiques qu'engendre l'entretien de ces routes, le ministre a encouragé ces échanges. Ces routes assurent un rôle crucial dans l'inclusion sociale en facilitant l'accès des populations rurales au marché, aux établissements scolaires, aux centres de santé et à bien d'autres services sociaux de base. Conscient de ces enjeux, plusieurs programmes d'entretien routier ont été exécutés, dont le dernier en cours qui permettra à terme d'entretenir environ 40 000 km de routes en terre reparties sur l'ensemble du territoire national. En Côte d'Ivoire, le linéaire total des routes interurbaines est de 82 000 km, dont 8 500 km de voies revêtues, comprenant 400 km d'autoroutes.
Dans l'actualité politique au sein du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'heure est à la préparation de la prochaine présidentielle. Un séminaire de formation des formateurs locaux s'est tenu ce matin au siège du parti en présence de Salif Yalekwe et Chèque Bleu. Abidjan Cocody rue Le Pic, siège du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Des cadres venus des différentes contrées du pays ont été instruits par la direction du parti à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ce parti a pour ambition de remporter cette échéance électorale, d'où le mot d'ordre du président du directoire. Et notre parti se doit d'être fort par son organisation, par son ancrage sur le territoire national, par sa légitimité populaire incontestable, mais surtout par la qualité de ses hommes. Je recommande aux formateurs formés aujourd'hui, notamment les membres de la coordination régionale, de traduire avec diligence les enseignements reçus sur le terrain. La communication, l'idéologie du parti, le déroulement électoral étaient entre autres au menu de cette formation. Une initiative appréciée par ces militants venus de la base. Nous pensons être outillés à pouvoir mener à bien la campagne dans la base. Au nom des autres responsables, nous pouvons dire que le défi sera relevé parce que nous avons l'habitude de le faire. Depuis 2010, c'est une question de routine. À l'entame des travaux, le secrétaire exécutif a exhorté les militants à la discipline. À l'étranger, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président du Gabon avec plus de 90% des voix, 19 mois après le coup de force qu'il a porté au pouvoir, selon les résultats provisoires annoncés hier par le ministère de l'Intérieur. Il a appelé les Gabonais à bâtir la paix et la justice, alors que son principal rival, Alain-Claude Billié-Binzé, qui a concédé la défaite, pointe cependant du doigt les conditions opaques et contestables de la victoire de son adversaire. Les précisions de Pierre Dipomela. Est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés avec 575 222 voix, soit 90,35%, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous remercie. Déclaré vainqueur par le ministre de l'Intérieur, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a exulté avec ses partisans à son quartier général et a appelé les Gabonais au calme avant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Il a ensuite invité les Gabonais à bâtir la paix et la justice. Il n'y a pas de félicité sans effort. Demain est un jour de travail. Nous devons désormais tourner la page de l'élection présidentielle. Notre pays est en chantier. Soyons des bâtisseurs de paix et de justice. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie pour cette belle victoire. Arrivé deuxième à la présidentielle gabonaise, avec 3,02% des suffrages, Alain-Claude Billié-Binzé, plus farouche opposant au général Oligui, a reconnu sa défaite au cours d'une conférence de presse, mais dénonce une victoire au forceps dans des conditions, selon lui, contestables. L'élection présidentielle du 12 avril a livré ses premiers résultats. Ceci donne le candidat du PDG-CTRI, soutenu par tout l'appareil militaro-politico-administratif de l'État, vainqueur à plus de 90% des suffrages exprimés. J'en prends acte avec gravité et lucidité. Ce choix de la continuité, je le respecte, même s'il ne saurait emporter mon adhésion. Faut-il féliciter une victoire arrachée dans des conditions aussi opaques et contestables? Au lendemain de la présidentielle, les Gabonais, eux, se réjouissent de la forte mobilisation des électeurs pour ce scrutin qui marque le retour à l'ordre constitutionnel après 19 mois de transition, piloté par les militaires. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous pour suivre Focus Fait divers qui vous conduit ce soir à Toumaudi à la découverte d'un crime passionnel. Un homme qui a tué sa femme et s'est ensuite suicidé
Et juste après Focus Fait divers, vous pourrez retrouver NCI Sport qui s'intéresse ce soir à la saison de Ahmed Junior Traoré. Que devient l'éléphant? Comment se passe sa saison? Dans le débat ce soir, dans la Ligue des Champions, qui est le favori? Vous entendrez l'avis de nos spécialistes sur la question. Et évidemment, comment ne pas évoquer la situation de la SEC Mimosa? Quelles sont les raisons de l'échec du club en Coupe africaine? Voilà essentiellement pour le sommaire qui vous attend dans Focus Fait divers, d'abord à partir de 20h15 sur nos antennes, ensuite à 20h30, NCI Sport. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver très bientôt pour d'autres émissions, notamment NCI 360 dimanche prochain. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.